Si vous avez des questions au fur et à mesure de la conférence, vous les poserez de vive voix. Et puis Michel ici va les répéter pour que ce soit bien compris sur l'enregistrement. Alors, vous ne gênez pas. Il y a des petites choses qui doivent être répétées et que je vais répéter de temps en temps au cours de l'année. Je ne répéterai pas ça sur 3 heures de temps, évidemment. Première chose, c'est que je vous ai déjà expliqué qu'avec toute l'information que vous aviez, qu'avec le savoir que vous pouvez aller chercher, avec les connaissances que vous avez, si vous appliquez de temps en temps ce que vous savez, ce que vous comprenez, vous allez changer. Et il y a des raisons pourquoi l'être humain qui se conscientise n'applique à peu près jamais rien de sa conscientisation. Et ça crée de gros problèmes. Traditionnellement, dans l'histoire de l'humanité, l'humain n'a pas la conscience. N'ayant pas la conscience, il ne peut comprendre. Il peut par contre apprendre. Apprenant, son apprentissage fera office de conscience. Donc, dans l'expérience, l'évolution lunaire, l'évolution méritoire, il finit par apprendre des mécaniques. Il ne comprend pas la mécanique. Il ne l'expliquera que beaucoup plus tard. Mais il commencera à appliquer les mécaniques. Alors, à un moment donné, on saura qu'on ne doit pas s'approcher d'un volcan parce que le dieu Vulcain l'interdit. On n'a rien compris. Mais on a appris qu'en approchant d'un volcan, on se brûlait, on s'intoxiquait, on mourait. Alors, si les individus de l'époque n'ont rien compris, ils sont en avance sur vous dans le contexte planétaire, ils appliquent. À travers les milliers d'années du passé de l'évolution de l'humanité, par expérience, par essai et erreur, par apprentissage, par mérite, l'humain finit par se brûler tellement les ailes au feu de la vie qu'il apprend. Il apprend uniquement parce que la vie l'oblige à appliquer, parce qu'il applique. Dans l'évolution de l'humanité, à un moment donné, on arrive à un tournant où notre conscience d'application, notre conscience d'apprentissage, la conscience expérientielle devient suffisamment grande, suffisamment volumineuse, pour que l'on puisse commencer à apprendre des choses avant même d'appliquer. Et là, on verra apparaître l'intellect, les prémices du mental. L'humain sera maintenant capable de prévoir des choses, de commencer à exprimer une conséquentialité, d'apprendre dans sa tête sans avoir à apprendre dans l'événement. Cela va faire en sorte qu'à un moment donné, vous n'aurez plus besoin de vous brûler sur le feu parce que vous aurez appris avant même de mettre la main sur le rond du poêle que ça devrait faire mal. Et à travers cette évolution psychologique ou psychocosmologique, on en arrive à vivre comme plusieurs personnes parmi vous le font, et comme une grande partie de l'humanité suffisamment avancée dans leur évolution, consciente ou inconsciente, le font. On sait que le sucre attaque les dents, mais on n'applique rien. On sait que l'alcool détruit la conscience, détruit le cerveau, obnubile, mais on continue à boire. On sait que plusieurs choses, mais on n'applique plus. Parce que dans le passé, l'être humain, et ça devient un archétype qui, à un moment donné, vous limitera. Il vous limite. Parce que dans le passé, l'humain, ne comprenant pas, devait apprendre, n'ayant pas appris, devait souffrir. Il devient évident que la sagesse, en ce sens le savoir expérientiel, la connaissance, et ainsi que l'apprentissage dans les milieux intellectuels, dans les écoles, dans les universités, où on fait un snobisme philosophique dans le passé, ça se maintient archétypalement aujourd'hui, il devient évident que ce n'est pas l'expérience que l'humain doit rechercher, mais la connaissance. Alors, parce que l'humain passe son temps à souffrir, à un moment donné, il apprend. Apprenant, il devient sage. Étant sage, il enseigne. On va vénérer la sagesse du côté de la connaissance, uniquement parce que le sage ne semble plus souffrir. Alors que celui qui n'a pas la sagesse doit se brûler les ailes pour apprendre, pour devenir sage. De ce fait, graduellement, au niveau de l'archétype évolutionnaire, on finira par rechercher beaucoup plus la connaissance, ce qu'il y aura dans notre tête, diront certains dans notre cœur, plutôt que l'application même de la mécanique. Lorsque le sage vous dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela ou de le faire, bien souvent il a raison. Mais le sage, pour être vénéré, doit avoir souffert. De ce fait,
Un jeune, une jeune, un être humain qui n'a pas souffert, lorsqu'il commence à parler comme un sage, est difficilement respecté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas souffert. Donc, on ne donne pas de crédit à sa parole parce qu'elle n'est pas supportée par l'expérience irritante, lunaire, de l'humanité normale. Nécessairement, dans la phase nouvelle de conscientisation, là où les êtres humains seront capables d'exprimer une forme de sagesse encore plus sage, un savoir instantané, sans passer par la mécanique de la souffrance. Et un jour, vous serez aussi capable de savoir des choses sans passer par la mécanique de l'expérience. Il y aura de plus en plus d'humains qui ne pourront supporter le langage des autres, de ceux qui n'ont pas souffert. Et nécessairement, archétypalement, vous vous ferez pilonner par ce phénomène où vous ne croirez pas ce que vous dites parce que vous n'avez pas d'expérience souffrante pour le supporter. Mais plus nous évoluons par la parole, comme nous le faisons depuis quelques années, et depuis quelques mois pour certains et certaines, plus nous accumulons du savoir style connaissance, donc de l'expérience orale, ou de l'expérience oralisée, et à la longue, étant donné que l'archétype nous branche à chercher cette expérience pour fuir la souffrance dans la matière, l'irritation lunaire, on en finit par devenir que des réservoirs d'informations où il n'y a plus d'application. Si c'est utile sur la Terre de savoir différencier un fruit toxique d'un fruit qui ne l'est pas, il devient sage par expérience de l'apprendre. Si dans un contexte à évolution supramentale, vous l'apprenez avant de vous intoxiquer, cela devient formidablement intéressant. Mais si ce que vous apprenez entre, par exemple, un champignon toxique et un champignon qui ne l'est pas, vous vous en gavez du point de vue de l'apprentissage, mais chaque fois que vous allez dans la forêt, vous n'essayez pas les champignons. Votre connaissance ne sert à rien. Vous êtes des sages bidons, des sages de paille, des sages qui ont une sagesse exclusivement utile dans un salon, en conversation, mais qui ne sert pas à la vie. Parce que dans le passé, après l'expérience, après l'application, on devenait sage, parce qu'aujourd'hui, vous devenez sage avant l'application, et que dans l'archétype, on ne recherché que la sagesse pour fuir l'application, il vient un moment donné où même à travers des conférences, qu'elles soient régulières, ou qu'elles soient spéciales, ou que ce soit des PMC+, ou que ce soit votre vie, vous n'appliquez plus ce que vous savez, compte tenu dans l'archétype que c'est le savoir qui est important, et non pas la vie, l'application de ce savoir. Lorsque le sage sait qu'il ne doit pas approcher le volcan, il s'en sert, il n'approche pas du volcan. Mais le sage n'est pas intéressé à savoir comment il devrait agir lorsqu'une météorite va tomber vers lui, lorsqu'il fera une marche sur un cratère de la Lune. Ça ne l'intéresse pas, parce qu'il ne marche pas sur la Lune. Alors qu'à un moment donné, les individus qui, dans le tournant de la conscientisation, de l'évolution conscientisante de l'humanité, parviennent à avoir un degré de savoir expérientiel ou instantané de plus en plus grand, ils finissent par s'accrocher uniquement du point de vue de l'ego, finalement du point de vue mental, sur l'accumulation d'un savoir qui peut-être ne leur servira jamais à rien, mais qui frise l'idée d'évolution. Alors il vient un moment donné où, entre celui qui prie et celui qui ordonne, il n'y a de différence que la vibration de l'émission. De temps en temps, vous faites des choses qui sont archaïques, involuées. Et lorsque vous serez évolué, dans l'application de la même chose, ce sera similaire. Seul l'évolué ou seul vous saurez que ce n'est pas la même chose. Celui qui bat un enfant pour se défouler, bat un enfant. Celui qui bat un enfant pour le corriger, bat un enfant. Celui qui bat un enfant pour éteindre le feu sur son corps, bat un enfant. Dans les trois cas, on bat un enfant. L'imbécile qui regarde verra trois personnes pareilles, similaires. Seuls ceux qui vivent l'action savent la différence. Et le plus évolué connaît les différences des autres. Le plus évolué ne connaît aucune différence.
Tout cela pour bien comprendre qu'il est tout à fait naturel et normal dans votre évolution, dans l'évolution de l'humanité, que ce que vous apprenez, vous ne l'appliquiez pas. Mais à un moment donné, il vient un temps où, en plus de digérer l'information, on doit la rendre utilisable. On doit maintenant appliquer. Et dans la mécanique évolutionnaire, étant donné que depuis quelques centaines d'années, ce que l'humain recherche, et vous en êtes la réincarnation, c'est des êtres humains qui veulent de l'information, et d'une information de plus en plus douce, même si elle peut être violente du point de vue de l'ego, une information qui donne l'impression que l'on peut évoluer assis sur une chaise. On peut évoluer assis sur une chaise, mais on peut perdre beaucoup de temps aussi. Donc, si dans le passé, l'application menait au savoir, dans l'avenir qui est commencé depuis quelques années, le savoir doit mener à l'application. De temps en temps, je vais répéter et je vais commencer, il y a quelques mois, à vous dire qu'avec tout ce que vous saviez, avec ce que vous êtes, c'est inimaginable, très imaginable, mais quand même totalement absurde, que vous ne puissiez pas vous servir d'une façon plus vraie de toute l'information, de tout ce que vous avez accumulé chez vous en termes d'énergie. Et aujourd'hui, on va voir les mécaniques et les raisons qui font que cela est difficile à appliquer. À travers les conférences régulières, lorsque je m'adresse à un public qui est plus ou moins nouveau, les conférences sont beaucoup plus applicables dans un contexte astralisé, dans un contexte comme on a à l'extérieur. Dans les conférences spéciales, par contre, vous aurez l'avantage d'avoir de l'information qui vous permettra à votre niveau, qui est quand même plus haut que le niveau de la majorité des gens qui viennent aux conférences régulières, de pouvoir cumuler une certaine forme d'énergie pour pouvoir devenir un peu plus vos soulmates, c'est-à-dire que vous aurez de l'information pour pouvoir par la suite raisonner votre inactivité. Mais une grande partie de la facilité d'application peut provenir de la simplicité de communication. À un certain niveau, comme celui où vous en êtes rendu, on doit augmenter le potentiel énergétique, c'est normal, parce que les barrières inhibitrices, parce que les barrières qui vont freiner votre évolution sont plus puissantes. De ce fait, vous aurez besoin, et c'est ce que vous demandez, vous aurez besoin de communication plus énergique, plus énergétique, plus énergifiante. Sauf que la majorité de l'information applicable passe difficilement dans une conférence à haute teneur en énergie. Pourquoi? Parce que vous montez un potentiel d'énergie tel, et on va voir au cours de la conférence d'aujourd'hui, vous montez à un niveau d'énergie tel que cela vient leurrer toute votre structure d'évolution. Alors, à un moment donné, vous allez canaliser votre évolution uniquement sur la plus haute corde de la vibration que vous aurez perçue. Cela interdit totalement l'application dans le reste de votre vie. Alors que dans des communications plus faibles en énergie, il y a la capacité de parler plus directement aussi à l'ego. Et si l'ego finit par s'ajuster à travailler pour vous, vous pourrez commencer à appliquer. On va voir de quelle façon. Alors, à un moment donné, il devient évident où on peut se dire, est-ce que je dis qu'il est intéressant d'assister à des conférences régulières plus basses en teneur vibratoire, ou bien si je ne le dis pas parce que les égos vont dire, il essaie de nous vendre les conférences. Je ne vous vends pas les conférences et je vous les vends. Ce que je vous dis, c'est qu'il devient extrêmement pénible pour l'énergie que d'être accumulé dans des réceptacles comme vous l'êtes, uniquement comme si vous n'étiez que les gardiens de l'énergie. Et si vous devenez des gardiens de l'énergie, à un moment donné, quelqu'un la reprendra chez vous et s'en servira pour lui. Si vous n'êtes pas que des gardiens d'énergie et que vous cumulez de l'énergie en attendant d'agir, c'est autre chose. Mais je répète que, et c'est évident, plus les individus se conscientisent, on sait de prime abord que plus un être humain évolue, plus il souffre. Avant de commencer à évoluer, j'étais mieux. C'est ce que les humains disent. Dans mon cas, ça a été faux, mais en majorité, c'est le cas. Et plus l'humain évolue, se mentalise et se conscientise, plus il devient pogné. Et l'évolution ne mène pas à devenir pogné, l'évolution ne mène pas à devenir snob, à celle qu'à un moment donné, on va regarder les individus qui n'ont pas votre conscience, et on va regarder ce qu'ils peuvent faire dans l'inconscience, et je peux vous mettre au défi de faire aussi bas qu'eux, vous ne pourrez pas. L'imbécile snob va dire,
Je ne peux pas parce que c'est trop évolué. Je ne veux pas me rabaisser à cela. Celui qui peut beaucoup, peut. Si je peux courir à 20 km à l'heure, je peux marcher à 2 km à l'heure. Mais si je pense courir à 20 et ne pas être capable de marcher à 2, je ne vais sans doute pas à 20. Je vais peut-être à 1,5 et je me lave. Alors, il y a donc dans la structure de l'évolution des raisons qui ont fait que progressivement, vous avez cumulé du savoir, de l'énergie, de l'information, et aussi une vibration suffisamment instantanée, qui n'est peut-être pas encore dans la majorité de vos cerveaux capable de se communiquer en mots, capable de parler en psychologie, capable de se transformer en information utilisable. Il y a des mécaniques. Ces mécaniques étaient et sont essentielles. Sauf qu'en 90, 91, 92, 93, il y a des humains qui vont commencer leur processus de fusion avec le double éthérique. Ce processus de fusion, on va aussi en reparler aujourd'hui. Application, c'est vital, c'est intelligent, c'est utile, et pour l'ego, c'est important. Cumuler sans arrêt de l'énergie. Une personne dernièrement disait à celui qui m'interviewe aux conférences régulières, as-tu une cassette de Daniel qui est puissante? Puis il en a écouté plusieurs. Bon, j'aimerais ça en avoir une qui va me relancer, là, qui est pleine d'énergie. Alors la personne en question lui dit, prends n'importe quelle cassette, des 200-300 cassettes, puis écoute-la. Puis écoute-la jusqu'à temps que tu vas appliquer 100% de la cassette. Puis je suis sûr qu'elle va être totalement usée et finie avant que tu aies appliqué 100% de ce qui est dessus. Alors ça ne sert à foutrement rien d'aller chercher quelque chose qui est super énergisé, sans arrêt, parce qu'on finit par se droguer d'énergie, et quand on est suffisamment drogué d'énergie, on ne peut plus appliquer, parce qu'on ne touche plus à terre. Bien que l'on soit capable de toucher à terre dans certaines visions, on n'est plus des êtres humains capables d'associer le phénomène bouddhique au phénomène supramental. Il y a 2 semaines, dans une conférence régulière, j'ai dit, dans la conférence sur l'importance de l'année 90, qu'à partir de cette année, nous aurions, pendant les prochaines années, j'en ai déjà parlé en conférence du mois et en PMC+, la capacité d'aller chercher une forme de libre-arbitre temporaire. Parce que la manipulation astrale qui dirige totalement l'humanité et qui vous dirige, finit par se voir opposer l'intervention supramentale qui devient un autre manipulateur. Il vient un temps, et le temps est arrivé, où les deux énergies s'opposent l'une à l'autre égales. Si vous êtes sur un plateau qui tourne dans une direction, à un moment donné, on appose l'intelligence supramentale sur le plateau et on commence à le freiner. Vous bougez toujours. À un moment donné, les deux énergies seront égales, le plateau va arrêter. Alors vous allez cesser d'être projeté par la force centrifuge, et en attendant que le plateau reparte dans l'autre sens, le contrôle supramental, ça va vous laisser la possibilité de sortir de la LADA et là, de changer pour quelque chose de mieux. Une forme de libre-arbitre, qui cosmologiquement est réelle, qui humainement sera réelle, mais qui, du point de vue universel, ou supra-universel, reste plus ou moins faux. C'est-à-dire que vous ne pourrez vous déplacer que si vous avez la capacité de transformer l'énergie de savoir en énergie d'application. Bref, que si vous êtes des véhicules capables d'appliquer. Par la suite, vous serez exactement dans votre trou, et lorsque le plateau va recommencer à tourner dans l'autre sens pour vous, vous aurez ajusté énormément de problématiques de l'évolution. On va donc répéter souvent l'application, c'est important. Pour évoluer, maintenant, il y a d'autres problèmes. Et vous devez comprendre que ce n'est pas une question de dire « Ah ben c'est chiant ». On doit mettre un échafaudage pour bâtir une tour. Quand la tour est finie, c'est chiant, on doit défaire l'échafaudage. Mais si on ne fait pas d'échafaudage pour sauver du temps, on ne fait pas de tour non plus. Le mental peut dire pourquoi faire une tour. Je reviens encore sur cette problématique que vous vivez, certains d'entre vous, quand on mentalise trop. Quand on mentalise trop, il vient un temps où on ne pose de questions qu'à partir d'un point de vue mental. Et cela crée un gros problème. Pourquoi? Parce que le mental ne peut créer et considérer une réponse qu'en fonction de l'information qu'il a. L'ego, la psychologie, accepte, pour répondre à une question, la menée d'informations intuitives, qu'elles soient astrales, qu'elles soient supramentales. L'intellect, finalement le mental, capable de légiférer beaucoup plus puissamment, capable de se libérer des voies émotives,
Lui n'accepte pas l'interaction intuitive, astrale ou supramentale. C'est intéressant, parce que c'est la première mécanique qui va vous libérer de l'interaction astrale et qui va vous couper, hélas, de l'interaction supramentale. On ne doit pas être spirituel. Ce n'est pas grave si on l'est. On ne doit pas être intellectuel. Ce n'est pas grave si on l'est. On ne doit pas être mental. On doit le devenir. On doit être intelligent, intelligente. L'intelligence chez l'homme, chez la femme, chez l'enfant, accepte la pénétration d'intuition uniquement à caractère supramental. De ce fait, pourquoi vivre? Pourquoi construire la tour? Du point de vue mental, le mental fouille dans la mémoire, n'ayant pas de réponse, il répond, tu vois, c'est stupide de construire la tour. Et pourquoi ne pas la construire? C'est aussi stupide. Et ça finit par créer des courts-circuits. Lorsque l'intelligence commence, pourquoi construire la tour? Et automatiquement, l'ajusteur de pensée et le rectificateur commencent à fonctionner. Et l'amener d'informations neuves que vous n'avez pas ou que vous avez très loin va commencer à structurer une réponse. Le mental peut continuer. Pourquoi ça? On va continuer à structurer la réponse. Et normalement, quand je demande à être interviewé, plus l'individu est mental ou astral, plus on peut aller loin. Si l'individu rentre en relation harmonique avec l'intelligence que je descends, il finit par être d'accord avec moi et on ne peut plus aller loin. Le mental a une raison chez vous. Pour vous faire ou vous amener des questions qui, par l'intelligence, devraient vous faire grimper. Mais si vous restez uniquement branché sur la réponse mentale, vous êtes dans un court-circuit. C'est dangereux, ça amène des dépressions, ça amène des suicides, ça amène des destructions neuroniques qui sont tous réversibles. Mais c'est une problématique qui crée la souffrance mentale, une fièvre dans la tête. Et ce qui est vu d'un point de vue mental... Attends, j'avais soif. Quelqu'un qui parle de façon mentale a de toute façon raison. Il a de toute façon raison. Bon, de toute façon, chacun de son point de vue a raison. Mais d'un point de vue mental, j'ai l'impression que c'est plus sec, dans le sens de... Ça peut casser plus... L'intelligence, c'est plus doux, et le mental, c'est plus froid, c'est sec. C'est rude, mais c'est plus ça. C'est plus... Ça contient plus la... Mais c'est faux. La réalité ou la vérité c'est faux. Que l'intelligence. L'intelligence, c'est pour l'application dans la vie. Non. Le mental, ce qu'il fait, c'est que le mental, c'est quelque chose qui veut jouer, qui est très, très proche de l'intelligence. Sauf que lorsque l'intelligence descend, elle t'amène de l'information qu'elle va ajuster en fonction de tes différents corps. Donc, elle va ajuster au niveau physique, au niveau vital, donc nécessairement au niveau astral. Et c'est parce qu'elle va l'ajuster aussi au niveau astral que le mental peut décoder que l'information devient fausse. Et parce qu'elle l'ajuste au niveau du mental, le mental dit « Ah, là, c'est correct ». Et quand elle reste supramentale, le mental n'y a pas accès. L'ajusteur de pensée, ça reste là. L'information par l'intelligence est beaucoup plus véridique, instantanée, pure que l'information mentale, sauf que l'information mentale, elle a une caractéristique, elle est anémotive. L'information supramentale est aussi anémotive, mais parce que le véhicule astral essaie de copier la coloration supramentale et colorant la copie du phénomène supramental, le phénomène astral engendre l'émotivité. Si à un moment donné, tu rencontres une photo et tu dis la photo est une chose irréelle, à un moment donné, tu vois le paysage réel par la fenêtre, tu penseras encore que c'est une photo et tu diras, tu vois, c'est aussi faux. Ce n'est pas plus faux, c'est plus vrai. Alors, l'intelligence, disons que l'intelligence supramentale est capable, c'est faux, mais si elle est mélangée à l'homme, elle est capable. Alors, disons que l'intelligence supramentale est capable d'affection. Lorsque la psychologie essaie de recréer l'affection et qu'il va engendrer l'amour, un amour possessif, etc., il vit de l'émotion. Lorsque tu as un contact convenable, après des mécaniques que j'ai expliquées, dans une transparence de conscience, tu verras de l'affection recommencer à réapparaître, et là, le mental, qui ne comprend pas la nouvelle mécanique et qui refuse le phénomène intuitionniste, va penser que ce qui descend chez toi est en réalité de l'astral qui monte. Et il pourra déterminer que les deux sont faux. Mais de dire qu'un arbre est un arbre, c'est vrai. Et le phénomène supramental va te dire, cet arbre, c'est un arbre, et il est beau. Mais là, tu vas dire, oui, mais là, il vient de le qualifier. Non. Mais c'est quoi qu'il fait de base, c'est pas ça? Il n'est pas qualifié. Il te dit que cet arbre est un arbre et que toute son harmonique est parfaitement en résonance avec la tienne. C'est ça qu'il te dit. Mais il peut dire ça de tout ce qui existe? Exact. Mais le mental ne peut pas. Mais du moment qu'il dit une fois, ça s'applique pour tout le matériel?
bon, l'astral va dire, il prend de l'eau, va dire, ah, X c'est bon parce que c'est donc pas bon de l'eau. L'astral. Le mental va prendre de l'eau, il va dire, ah, de l'eau c'est de l'eau. Si c'est mauvais, il va en boire, si c'est bon, il va en boire. S'il pense qu'il doit boire de l'eau, il va boire de l'eau. L'intelligence va dire, ah, et que je n'aime pas cette eau. Mais toi, tu peux l'aimer. L'astral a dit que l'eau n'était pas bonne. Parce qu'il te projette. Est-ce que du macaroni, est-ce que c'est bon? Ah non, c'est tellement mauvais. Ça, c'est astral. Du macaroni, est-ce que c'est bon? Ben, du macaroni, c'est du macaroni. Et l'intelligence va l'ajuster en fonction de ton harmonique. Le macaroni, ah, moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime ça. Mais ce n'est pas... Oui, c'est bon. Alors, ça te donne une nuance, c'est terre à terre, mais n'empêche. L'intelligence connaît le macaroni. Alors, le mental, c'est un phénomène qu'on doit développer. On doit parvenir à un moment donné à mentaliser les choses. Et parce qu'en mentalisant les choses, on parvient à boucler les inhibitions. Quand on a mentalisé suffisamment et qu'on est devenu extrêmement pogné, là maintenant, on doit aller chercher de l'intelligence. Et l'intelligence, c'est une mécanique qui va nous obliger à restructurer totalement l'évolution de notre humanité, donc de tous nos ancêtres chez nous. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a dans l'évolution humaine des étapes. Hein? On parle souvent de marches, d'escaliers. Il y a des marches d'escalier, mais il y a aussi plusieurs escaliers. Quand on monte une marche d'escalier, on y va par essai-erreur, application, expérience, on monte les marches. À un moment donné, on arrive sur le premier palier. Et là, on doit totalement barrer tout ce qui peut nous permettre de retourner en bas. Nous n'avons pas l'intelligence de rester où nous sommes. Nous sommes montés là par obligation de la vie. Nous n'avons pas dirigé notre évolution par l'intelligence. Donc, nous n'avons pas la conscience de nous empêcher de redescendre. Alors, la première chose que l'homme va faire, ça va être, quand je parle de l'homme, je parle de l'humanité, ça va être de développer énormément la gestion des énergies vitales. D'accord avec moi? Non, je ne te suis pas. C'est ce que je pensais. Bon. Développer l'énergie vitale. Développer l'énergie... Mais c'est quoi le rapport là, entre le niveau et ensuite développer l'énergie vitale pour rester là? C'est ça. Développer l'énergie vitale permet à l'être humain de développer son centre laryngé, de développer son cerveau, et il va tout faire pour garantir ses réincarnations futures. Alors, nécessairement, il essaiera d'avoir le plus d'enfants possible. Parce qu'il n'a pas de conscience de conséquentialité, le mâle courra la femelle se laissera courir après le mâle, par le mâle, et il y aura énormément de sexualité totalement animale à l'échelle de l'humanité. On retourne un peu dans le passé, quoique archétypalement, il y a encore beaucoup d'animaux humains. Bon. Alors, ce qui arrive, il arrive simplement que l'humain prolifère, et l'humain évolue énormément par la Kundalini en forçant l'énergie tellurique de son corps physique à monter le long de la colonne vertébrale et à ouvrir différents carrefours d'énergie, c'est-à-dire à les faire pivoter pour qu'ils commencent à cheminer dans un autre sens. La sexualité devient un phénomène absolument extraordinaire. De ce fait, toutes les femmes couchent avec tous les hommes qu'elles vont rencontrer, ça va. Tous les hommes vont avoir des enfants, vont avoir une copulation avec toutes les femelles qu'ils vont rencontrer, et il n'y a personne qui s'en plaît. À un moment donné, ce qui va arriver, c'est que certaines consciences animiques, là-dedans, vont cheminer à travers la sexualité et vont arriver à un plateau, à un étage. À cet étage, l'humain doit commencer à changer. C'est-à-dire que l'humain doit maintenant souffrir d'une façon nouvelle, et dans sa souffrance, il ne doit plus être capable d'expier sa souffrance dans ce qu'il a déjà fait. Autrement dit, dans le yoga, il a trouvé la paix. Maintenant qu'il est rendu à un certain niveau, il doit avoir de l'arthrite pour ne plus faire de yoga, pour que sa souffrance traditionnelle, la souffrance innée, l'oblige maintenant à aller chercher quelque chose d'autre. Venir en arrière, il ne peut plus faire de yoga. Ça va? C'est-à-dire qu'il faut qu'il invente une autre technique pour pouvoir lui permettre de monter plus haut. C'est-à-dire qu'il doit maintenant développer en réalité, non pas une nouvelle technique, la technique va supporter ce qu'il va trouver, il doit cheminer vers une nouvelle façon de voir les choses. Et là, il expand sa conscience. La technique pourra supporter sa nouvelle façon de voir les choses. Dans la sexualité, il y a un moment donné où l'être humain a tout souffert ce qu'il pouvait souffrir à l'intérieur de cela, et il a tellement développé la sexualité à travers l'érotisme, à travers plusieurs choses, qu'il doit maintenant
pour continuer à souffrir la vie, commencer à ne plus jouer dans le sexe. Mais étant donné que l'être humain n'a pas de conscience, il y aura ce que l'on appelle l'implantation d'un phénomène inhibitif, c'est-à-dire qu'il y aura l'implantation d'une inhibition sexuelle. Elle va venir par la nouvelle vision des choses. Alors, à un moment donné, l'humain va commencer à envisager la possibilité d'avoir été créé. Je saute des étapes, mais je résume. Et là, l'humain va commencer à envisager, par exemple, une vie spirituelle. Ou, dans certains cas, l'humain va dire à sa femme ou à ses femmes, bon, ben là, j'ai pas le temps de coucher avec vous ce soir parce que j'ai trop de choses à faire. L'humain va maintenant inhiber sa sexualité pour commencer à voir que la richesse matérielle est plus importante que les fesses. Ou que la richesse de Dieu est plus importante que les fesses. Bon. Alors, on va implanter des inhibitions à l'intérieur de la conscience humaine, et à partir de ce temps, l'homme, qui quand même restera archétypalement relié à sa vie sexuelle du passé, va donc conserver la femme et l'homme, le mâle, mais ils vont maintenant considérer qu'ils devraient se marier, c'est-à-dire faire un pacte comme quoi nous allons nous rejoindre et nous ne ferons la sexualité qu'entre nous, ce qui limite énormément les choses, parce que la femme n'étant pas totalement conçue comme l'homme, de temps en temps, ça ne sera pas fait aussi sous fréquemment que c'était fait avant. Le gars avec plusieurs femmes, ça allait bien, là, il n'y en a qu'une. En plus, ce qui va arriver, c'est qu'on va demander progressivement à ce qu'il n'y ait même pas de sexualité tant qu'on n'a pas fait le pacte qu'on reste ensemble. Étant donné que la sexualité devient limitative, et parce que la religion et l'éducation vont inhiber la conscience des évoluants au niveau sexuel, l'individu devra maintenant canaliser toute sa problématique de vie vers quelque chose d'autre. D'où le phénomène ascensionnel évolutif. Alors, il va canaliser cela vers quelque chose d'autre. Il est inhibé sexuellement, alors on aura même une inhibition très particulière, où il y a eu un temps où la femme et l'homme faisaient l'amour dans la noirceur totale, puis il y avait dans leurs vêtements juste ce qu'il fallait pour que les choses puissent se faire. Et puis, justement, comme tes parents d'ailleurs, qui ont dû te créer la nuit parce qu'ils n'ont pas vu ce qu'ils faisaient. En tout cas, c'était une farce. Et pendant longtemps, c'est une question de négociation, pendant longtemps, les inhibitions ont fait en sorte que l'humain ne pouvait plus faire les mêmes choses. L'inhibition arrive à un point tel qu'on ne sait plus. Il y a un voisin qui me disait à un moment donné, il avait adopté un enfant, un bébé de rendu à peu près à 2 ans, puis sa femme et lui se vantaient d'être de très bons parents adoptifs parce qu'il n'y avait pas de danger d'inceste avec leur enfant parce qu'il n'avait même pas ça. Bon, il ne touchait pas. Alors, les inhibitions finissent par engendrer chez celui qui se conscientise comme une problématique où on va dire, voyons donc, mais tu sais, il y a quand même une limite. Oui, mais tout ça, c'est une mécanique évolutive, mais inconsciente. Elle s'applique d'une façon inconsciente chez l'humain. Jusqu'à ce stade-là. Chez l'humain conscient. Donc, elle s'applique inconsciemment chez l'humain. Mais uniquement chez l'humain conscient. OK, il était plus conscient comparativement à ses ancêtres. C'est-à-dire qu'il n'est pas conscient de la mécanique, mais il est plus conscient d'être un être particulier. Et c'est pourquoi il va accepter de se mettre des lois maintenant. Alors, on va dire, on n'est quand même pas des animaux. On n'est pas pour copuler régulièrement. On n'est plus des... Bon. Et lentement, celui qui... Mais tout ça, ça se fait à son insu. Il ne sait pas ce qui se passe. Mais parce que pour lui, c'est normal, c'est comme ça doit être fait. Pour lui, c'est normal en ce sens que c'est légal. C'est-à-dire que ce sont des lois de l'évolution, ou des lois de Dieu, ou des lois du marché, ou les lois des affaires, ou les lois, ce sont des lois. Mais c'est-à-dire qu'il y a une retenance, parce que sinon... Ils se sont obligés de fonctionner comme ça et pas autrement. Pas comme avant. Non, à cause de l'éducation. C'est évident que l'homme, la femme, du point de vue humanitaire, n'a pas changé du jour au lendemain. Mais progressivement, il commençait à avoir de plus en plus d'inhibitions. Et à un moment donné, à travers la projection des inhibitions, des débuts d'inhibition, dans une structure ascensionnelle évolutive, soit que tu crées des dieux et les dieux commencent à avoir les dieux commencent à décider de quelle façon tu vas agir. Et là, on va dire, ce que je pense que c'est pas correct, mais c'est ça que Dieu veut. Et progressivement, après 200-300 années, on est parvenu à structurer d'une façon très pédagogique une inhibition, soit en pédagogie ésotérique, soit en pédagogie sociale, soit en pédagogie théologique. On en arrive à structurer l'inhibition comme pédagogie. Alors on dira, oui, mais c'est normal qu'une jeune fille de 14 ans ne fasse pas l'amour avec son chum de 15 ans.
c'est normal que... Alors, on en arrive à créer des pédagogies qui supportent l'inhibition, et c'est très bon. C'est ce qui a créé les valeurs, ça. Exact. OK. La valeur est souvent l'inhibition aussi. Et à un moment donné, ça oblige, et ça vous a obligé dans le passé comme aujourd'hui, à regarder ailleurs pour canaliser des énergies, parce que maintenant, on vous a fermé une porte par en bas. Et on va voir de telle façon tout à l'heure de quelle façon les mondes parallèles à travers toutes ces portes viennent se juxtaposer, viennent bifurquer de certaines façons pour engendrer le mal, pour engendrer l'anti-homme et pour engendrer tout ce qu'à un moment donné on devra replacer correctement. Je vais parler de différentes inhibitions parce que vous devez suivre et comprendre réellement le principe parce que à partir d'aujourd'hui, entre autres, le travail du conscientisé, c'est de parvenir à la fusion. Et la fusion va s'engendrer lorsque l'humain va commencer à retravailler à faire un retour en arrière face à ces inhibitions, mais pas comme beaucoup de gens dans la société ont fait. Je te donne un exemple. Après 2-3 000 ans d'inhibition sexuelle, on en arrive à un point où on va dire on est pogné par ça. La femme voulant se libérer du joug de l'homme commence elle aussi à lancer ses fesses et ses seins un peu partout. Elle considère qu'elle se libère parce qu'elle devient comme l'homme, qui lui, nécessairement, lance ce qu'il peut un peu partout. Bon. Progressivement, on va en arriver à ce que l'humain va appeler socialement la libération sexuelle. Mais la libération sexuelle n'est pas le contrôle ascensionnel d'une inhibition. La libération sexuelle a été la désinhibition sans la conscience. Cela veut dire que l'humain, au lieu de canaliser, et on verra comment, le phénomène inhibitrice vers l'ascension, détruit la barrière qui l'empêchait de revenir en arrière et revient en arrière là-dedans, prétextant l'évolution sociale. Alors, à un moment donné, on aura des hommes et des femmes qui vont faire des orgies, qui peuvent même mêler leurs enfants dans les orgies, et là, on parle de liberté sexuelle. Sauf que là, ce qu'on fait, c'est qu'on a brisé le sceau d'une inhibition qui empêchait une grande partie de l'énergie de retourner en arrière, permettant l'ascension vers l'avant, et là, on vient de perdre de l'énergie à travers cette libération sexuelle. Alors que l'être humain qui se conscientise, à un moment donné, n'aura plus l'inhibition sexuelle, et on verra aussi de quelle façon il va canaliser et pourquoi il y a une mot à dite nuance entre l'individu qui crée la libération face à l'inhibition de l'individu qui démolit l'inhibition dans le facteur ascensionnel. Mais si on parle, par exemple, de ceux qui se disaient libres sexuellement dans l'orgie, c'était vrai. En autant qu'ils ne soient pas pognés par le sexe par la suite. Il faut faire attention, ils étaient libres, mais non conscients. C'est-à-dire qu'ils sont libres, mais leur liberté n'est pas évoluante. Leur liberté n'est pas évolutive pour la majorité. Et si tu dis, mettons, tu rencontres un enfant. Prenons un garçon et une jeune fille de 4 ou 5 ans, et puis vous les déshabillez l'un en face de l'autre. Il n'y a pas d'inhibition. À moins que les parents soient réellement inhibeurs, il n'y a pas d'inhibition. Et là, on dit, regardez, ils sont libres. Maintenant, pour se développer, pour parvenir à être intelligent, je ne parle pas d'intellection, intelligent comme vous, ils devront à un moment donné commencer à s'inhiber sexuellement. Alors on va dire, mais là, ils sont de moins en moins libres. C'est inévitable, ça? C'est inévitable et c'est essentiel tant que les enfants ne seront pas entourés par des adultes intelligents, transparents et rayonnants. Parce que sans cela, l'enfant ne pourra jamais parvenir à la hauteur de l'adulte. Bien qu'il ait les symptômes, il sera un être, un animal, simplement. Alors, l'enfant sera libre, on va dire il est libre. Tu vas dans une colonie de vacances, par exemple, de nudistes. Ils sont libres sexuellement. Sont-ils ascendants? Est-ce que leur désinhibition sexuelle est un phénomène ascendant? À 100% des cas, non. Mais je comprends pas ce que tu veux dire par ascendant. Quand tu dis est-ce un phénomène ascendant, je comprends pas. Leur liberté sexuelle ne les aide pas à évoluer, elle leur nuit. C'est ce que je veux dire. Mais pourquoi? Pour la simple raison que toute l'énergie de leur conscience, ils sont tellement bien à l'intérieur de cette liberté qu'ils ne vont pas chercher d'autres plateaux de vision de ce qu'ils sont eux-mêmes. Ce que tu expliquais tout à l'heure par le yoga, atteindre d'autres choses. Même chose. Ton yoga, c'est parfait. Puis à un moment donné, tu vas finir par être inhibé pensant que c'est une religion. Tu es inhibé des religions. C'est la même chose. Tu rentres dans la religion, mais c'est un facteur plus loin. Puis à un moment donné, pour aller plus haut, il faudra qu'on t'inhibe de la religion. T'inhibant de la religion, vous êtes plus capable d'aller à la messe, prier ou aller vous confesser. Mais les autres, ils vont. Mais les autres sont plus libres que vous.
Mais vous êtes plus évolué qu'eux. Finalement, c'est l'évolution méritoire. Il faut que ça soit dur pour que tu puisses Il faut évoluer. pas que ce soit dur, mais il se trouve que c'est difficile. Bon, mais en tout cas, présentement, c'est ce qui se passe. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui s'est toujours passé. On va Et parler... en revenant aux enfants qui, à l'âge de 5 ans, qui sont nus et qui n'ont aucune inhibition, si la société s'arrêterait à 5 ans, tous ceux qui ont avant eux sont éliminés, puis tous ceux de 5 ans vieillissent ensemble, puis il n'y a pas de vêtements. Ça veut dire que... Ils vont inventer le vêtement, ils vont inventer le cache-sexe, ils vont déblatérer en masse, ils vont être libres sexuellement pendant un bout de temps, jusqu'à temps que toute la conscience de vie ait été expérimentée par la sexualité pour qu'ils aient visité tout le plateau de la sexualité pour finalement arriver à un point d'insatisfaction. Ils seront satisfaits régulièrement, jusqu'à un point d'insatisfaction où la sexualité ne répond pas à toutes les questions universelles. Et là, ils vont commencer à penser qu'ils perdent leur énergie, leur temps là-dedans, ce qui est vrai et faux. Et là, ils vont commencer à créer des facteurs d'inhibition. Ça va prendre 200-300 ans ou 200-3000 ans. Et progressivement, ils vont revenir à ce que tu es toi aujourd'hui présentement, inhibé. Parce que finalement, dans la sexualité, c'est l'accomplissement de la vie qui, à ce niveau-là, c'est le bout, il n'y a pas d'autre chose. Pour eux, c'est ça. Pour eux, c'est ça. Exact. Comme à un moment donné, on va passer à une autre inhibition qui va être celui de la matière. L'être humain va finir par aller en guerre. Plus le temps de faire l'amour. L'amour, la guerre devient une espèce d'expression, une canalisation de l'énergie sexuelle. Bon, du point de vue psychologique, même encore aujourd'hui, la violence est une canalisation d'énergie sexuelle. Comme le hockey peut en être une. Et on a appliqué ça longtemps dans certaines écoles. Bon, un enfant qui se masturbe, fait-le jouer au hockey, il va arrêter, fait-y faire de la boxe, etc. Ce qui va arriver, c'est que la guerre, la matière, la quête de la matière, pas nécessairement la richesse, la luxure, mais le territoire, la domination, le pouvoir sur la matière, va maintenant engendrer l'inhibition. Et là, il y aura énormément d'hommes et de femmes. La femme en arrière pour dire au gars qu'il devrait se lever, là, il est 8 heures du matin, il devrait aller faire une petite guerre pour revenir avec des trophées. Donc, la femme et l'homme vont maintenant vivre une autre facette qui va être celui de la matière. Ça va permettre à la conscience humaine d'avoir une autre vision nuancée de la chose, et la sexualité va rester en termes de conscience par les enseignements théologiques, cosmologiques, sociaux, moraux, etc. Par les enseignements. Après un laps de temps qui s'échelonne sur plusieurs milliers d'années, la majorité des animaux humains vont avoir assouvi la même énergie, celle de l'ascension, à travers le phénomène de la matière, et là on va commencer à vivre l'inhibition matérielle. C'est après le sexe, c'était avoir le contrôle de la matière. Dans la majorité des cas. C'était l'étape après le sexe, la sexualité. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que si on commence à avoir l'inhibition matérielle, cela va forcer les humains qui ont cherché la matière à prendre la même énergie et la pousser ailleurs. Parce que le phénomène reste ascensionnel, donc évoluant, évolutif, on ne retournera pas vers la sexualité où on va rester inhibé. Maintenant, la matière devient, dans l'évolution, le grand danger. Alors, on va commencer à amener le phénomène évolutif où l'argent n'amène pas le bonheur, ou encore les pauvres iront au ciel, et on va commencer à amener le phénomène où, si quelqu'un te demande ta chemise, donne-y en deux. On commence à faire en sorte, et ça pas juste au niveau de la religion catholique, je donne des exemples catholiques, mais on va voir dans la majorité des religions les personnes qui n'auront jamais de vêtements ou ne vont limiter. On a des personnes qui vivent aux États-Unis encore, qui se promènent à cheval. Au pire, s'il faut une automobile, on va essayer d'en acheter une 1927, pas de radio en dedans, rien de ça. Bon, les Quakers, entre autres. Et il y a beaucoup de religions hindoues où les personnes se flagellent régulièrement, n'ont aucune possession. Le phénomène de la mendicité devient reconnu du point de vue évolutif, parce que être mendiant veut dire être dépourvu de matière. Et là, l'inhibition face à la matière devient un point clé dans l'ascension. Et c'est pourquoi, à un moment donné, même dans les séminaires, et pour plusieurs ici, quand j'ai commencé à parler et que j'ai commencé à dire que la pauvreté, si vous cherchez un péché, la pauvreté, c'est un péché, et on doit même devenir riche, dans le temps et dans l'argent, mais on doit devenir riche. Et pour beaucoup d'individus, c'était immédiatement inévolutif. C'était, voyons donc, c'est que c'est ça, puis c'est encore rien de faire de l'argent, puis on y va. L'inhibition face à la matière devenait un facteur absolument essentiel à la libération des mêmes énergies qui avaient fait que l'humain se rende là, pour maintenant l'amener dans la spiritualité. Mais on va découvrir à travers le phénomène de la spiritualité différentes facettes, et là l'humain peut commencer, parce qu'il est plus puissant, à vivre plusieurs inhibitions en même temps. On a vu les deux premières qui sont les plus puissantes,
Et là, l'humain va commencer à vivre différentes inhibitions. À travers ces inhibitions nouvelles, il y aura inhibé d'être individuel. Donc, tu ne seras plus capable d'être naturel et individuel, ce qui va t'amener à vouloir être collectif. Il y aura des inhibitions en face du temps. Il y aura un paquet d'inhibitions en face de la communication. Communication devant autrui. Parce que encore une fois, il y a l'inhibition du point de vue individuel, et là, on va voir apparaître, dans la conscience évolutionnaire de l'homme, de la femme et de l'enfant, différents autres facteurs d'inhibition qui vont pousser l'humain à monter. L'inhibition, ici, il y aura plusieurs inhibitions qui peuvent être canalisées de façon différente, et l'étape suivante va être l'inhibition du système théologique d'ascension. Tout ce qui, à l'origine, expliquait la mécanique d'en bas, on commence à en être inhibé. D'où l'inhibition théologique. Certains auront l'inhibition du neuf, pour ne pas avancer trop vite. Et ça commence à apparaître dans le phénomène théologique. Est-ce que vous croyez ce que volant? Non. Inhibé face à des vecteurs neufs, parce que pas prêt à abandonner le vecteur théologique. Mais à un moment donné, l'inhibition au niveau théologique devient à son point culminant, et là, l'individu, maintenant, va rechercher à placer son énergie dans quelque chose d'autre. Parce qu'il quitte la religion, il y a encore fortement associé l'inhibition matérielle, dans la majorité des cas, et l'inhibition sexuelle. Je parle toujours du point de vue ascensionnel. Tu peux dire, je rencontre quelqu'un qui a plein d'argent, qui couche avec plein de monde régulièrement, alors lui, il n'a pas suivi tes inhibitions. A-t-il de la conscience? Non, c'est ça. Il peut le faire. Il n'est pas ascensionnel. Mais la journée qui va commencer, qui va découvrir Dieu dans sa vie, par exemple, inhibition sexuelle, inhibition matérielle, il va faire des dons à son église, il va commencer à se limiter. Bon, les inhibitions doivent rentrer pour qu'il puisse comprendre l'énergie, pour prendre son énergie à lui, et la faire jaillir dans une autre forme de compréhension de sa présence, de l'univers, cosmogonie nouvelle. Quand on abandonne le phénomène théologique, inhibé, parce qu'on n'abandonne pas la théologie par conscience, on en devient inhibé, plus capable de voir un prêtre ou un télévangéliste par la télévision sans commencer à déblatérer sur lui, plus capable de voir l'intelligence même de son message à travers l'apparente absurdité de ce qu'il est lui, mais c'est utile dans un certain niveau. Mais on arrive à une inhibition théologique où on va commencer à abandonner les choses. Dans l'inhibition théologique, elle peut se canaliser de différentes façons, dont l'une d'elles va être vers les mécaniques orientales, vers les mécaniques à maître, à guide, à gourou, etc., vers des mécaniques de conscience qui apparemment autorisent l'humain à être lui-même le Dieu, ou encore vers des mécaniques à caractère extraterrestre. Là, l'humain va donc toucher l'ésotérisme, un ésotérisme non théologique, et l'humain va donc essayer de se servir de l'ésotérisme théologique pour le purifier de la théologie, en créant un ésotérisme neuf, ou un occulte neuf. Et là, il va avoir l'impression qu'il se libère de la religion, comme il se sera libéré de la crainte matérielle, comme il se sera libéré de faire trop de sexe, et il deviendra un être humain encore plus poli. Il ne peut pas jouer des fesses. La matière, on n'est pas convaincu que c'est bon pour évoluer. La religion, on est sûr que c'est mauvais. Tu es de plus en plus pogné. Avant, tu allais à la messe chercher de l'énergie. Maintenant, tu ne peux plus. La messe, c'est pour les caves. Avant, tu faisais du sexe, tu t'amusais. Maintenant, tu ne peux plus. Avant, tu travaillais, tu appréciais la matière. Maintenant, tu trouves ça con. Tu es juste de plus en plus pogné. Et là, à un moment donné, va rentrer un nouveau vecteur d'inhibition qui va être le vecteur qui va t'amener à la mentalisation. Pour t'amener à la mentalisation, tu devras finir par être inhibé de tout ce qui est amené par l'intuition. Alors, l'intellectuel procède de l'inhibition qui va l'amener à une logifération mentale. Et là, évidemment, il y a plusieurs autres inhibitions sur lesquelles je suis passé. Et lorsqu'on en arrive au phénomène mental, eh bien, on jaillit d'une nouvelle façon. Vers de l'intelligence, ça peut aller. Mais quand le mental n'est pas suffisamment solide et que le corps physique et que les corps inférieurs ne sont pas suffisamment centrés, alors on va placer l'inhibition contre avec l'inhibition pour. Donc, inhibition pour que tu deviennes mental et inhibition pour que tu ne touches pas au plan supramental trop rapidement. Pour que tu puisses t'amuser là-dedans. Le MTS procède de ce genre de phénomène. Celui qui n'est pas martyr de la transition supramentale, lui, de ce phénomène, va vivre certaines choses aussi, mais parce qu'il peut encore s'abreuver lentement l'intelligence, il trouvera stupide d'être inhibé, mais il trouvera stupide aussi de faire des choses. Exemple. Je disais dernièrement à une personne
qui me dit, mais moi je suis quand même libre du point de vue, par exemple, de l'affection. Parfait. Aux conférences du mois ou aux conférences régulières, j'aimerais que tu te places à la porte et que tu embrasses tous ceux qui vont vouloir se faire embrasser. Ah, mais on n'est quand même pas. Il est inhibé. Est-ce que ça veut dire que c'est intelligent qu'on s'embrasse toutes? Non. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas embrasser. Tu es inhibé. Alors que d'autres personnes d'obédience religieuse, on s'embrasse tous, ou d'obédience spirituelle, vont tous s'embrasser. Parce que juste avant le mental, ils peuvent le faire, et là, ils décodent le phénomène bouddhique, qui est une expression de l'affinité que l'humain qui ne comprend pas appelle l'amour. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'amitié. Mais il va le canaliser, il va espérer ne pas avoir besoin du mental, parce que le mental va créer l'inhibition face à cette expression, alors il aurait l'impression de ne plus avoir de cœur, de ne plus avoir d'amour. Et cette inhibition vers l'amour va faire en sorte que si on ne s'embrasse plus, puis si on n'est plus en train de se têter, on va commencer à se centrer sur nous-mêmes, plutôt que de se centrer sur le collectivisme, sur l'autrui, sur le groupe. Inhibé mentalement, donc plus pogné encore, plus capable d'aller fêter niaiseusement chez ta mère à Noël, plus capable, etc., mais plus capable, pop, on va dire, oui, mais je trouve ça con. Fais l'effort, t'es inhibé pareil. Il y a un problème là. En réalité, il n'y en a pas, mais il y en a un, socialement. Alors, on t'inhibe ici pour que maintenant, tu puisses centrer tout ce que tu es vers de l'individualité. Alors, nécessairement, tu sembleras le plus en cœur, et tu pourras aussi te sentir extrêmement pogné, et être extrêmement pogné. Par la suite, l'être humain doit, de l'inhibition mentale, finir par comprendre la mécanique, et là, il doit commencer à travailler pour traverser l'inhibition mentale, et là, il va atterrir dans l'inhibition face aux inhibitions. Certains commencent à toucher. L'inhibition face aux inhibitions, et surtout l'inhibition, quand je dis l'inhibition face aux inhibitions, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas inhibé d'avoir peur d'être inhibé. Un peu, mais c'est surtout l'idée qu'on comprend, qu'on conscientise, qu'on intelligencie, qu'à un moment donné, il serait possiblement temps qu'on commence à être aussi heureux que ceux qui ne se conscientisent pas, sans avoir le karma négatif cumulé par leur liberté. Mais là, ce qu'on va dire, c'est que si je commence maintenant à éliminer l'inhibition pour pouvoir exprimer l'énergie dans la conscience où je suis et dans la partie en bas, ai-je une garantie que si j'ouvre la porte, je ne rétrograderai pas là-dedans? Bon. Alors, tu as une automobile, tu allumes le moteur, tu sors, elle s'en va, puis elle roule, puis elle tue des gens, puis elle rentre dans un mur, puis elle défait tout. À un moment donné, tu éteins l'automobile, inhibition. Beaucoup plus tard, tu rallumes le moteur, mais là, il est supposé y avoir un conducteur dedans. Et la question, y a-t-il un conducteur? Bon. Et c'est la question qu'on va se poser, parce qu'à un moment donné, on va pouvoir dire, il est le temps d'appliquer des choses pour commencer à... C'est le processus même de fusion qui amène l'amour intelligent chez l'humain, parce qu'à partir de 90, le plan bouddhique va être créé à même les personnes qui se conscientisent en vecteur planétaire, c'est-à-dire qu'on sera capable, là, réellement, de rayonner et d'amener de l'intelligence qui est capable d'ajustement. Intelligence qui a du cœur. Alors que la spiritualité procède de l'amour intelligent. Nous, on devra procéder de l'intelligence qui a du cœur. Parce que l'amour intelligent va toujours colorer l'intelligence. L'intelligence qui a du cœur colorera l'amour, donc l'humain ne peut pas se faire exploiter par sa mécanique planétaire. Dans l'autre côté, l'intelligence se fait exploiter par la mécanique planétaire. Donc, ce qui arrive, lorsque l'humain commence à parler d'appliquer, et c'est le problème de la majorité de ceux qui vont se conscientiser, lorsque l'on doit appliquer réellement l'évolution, c'est toujours en fonction de l'inhibition. Si je dis à un moment donné, appliquez ce que vous savez, pourquoi l'humain n'est pas capable? C'est parce que là, il s'accote sur ses inhibitions. Parce que maintenant, appliquer dans la conscientisation veut dire descendre l'énergie que l'on a dans tous les processus planétaires qu'est l'humain. Mais le descendre à travers cela, pour le descendre, tu dois devenir transparent, diaphane. Tu dois ouvrir des vannes, qui sont les inhibitions, et les ouvrant, laisser descendre l'énergie là-dedans. Le problème, c'est que tant que l'humain avançait à partir du bas vers le haut, lorsqu'il y a un tout petit trou, l'énergie qui est à son comble quelque part traverse le trou. Lorsqu'il y a une inhibition, c'est comme s'il y avait plein d'eau dans le verre ici. L'inhibition, c'est de mettre plein de terre dedans.
Alors, s'il y a une fontaine qui jaillit dans le fond du verre, ne pouvant remplir le verre qui est plein de terre, ça fera un petit trou, et là, jaillira en haut. L'inhibition fait, la Terre, fait que toute énergie maintenant crée un autre corps, crée une autre forme de conscience. Mais il reste les corps en bas, mais qui sont noirs et opaques, qui sont souffrants, qui sont pénibles. Mais pour ne pas revenir, on va se donner une raison d'être, qui va être l'inhibition, le processus de pédagogie inhibitrice. Mais à un moment donné, c'est suffisamment plein, et là, ça se change aussi en terre, et l'énergie monte en haut. La problématique, élimine la terre du verre. Si ça procède d'en bas vers le haut, en éliminant la terre du verre, l'énergie qui monte va maintenant remplir le verre et va vider le haut. Donc, la peur, inhibition face à la destruction, à la désinhibition, va être que si tu élimines une clé ou une valve qui était fermée, que tout ce qui est en haut redescende d'un cran en bas. On ne veut pas. Mais l'humain doit et ne pourra pas se désinhiber tant qu'il n'aura pas de conscience supramentale. Cela veut dire que tant que l'humain ne sera pas nourri par le haut, il ne pourra pas éliminer l'inhibition. Nourri par le haut veut dire en contact avec un double éthérique suffisamment constitué. Et j'ai expliqué souvent en conférence que la fusion peut commencer avant que le double soit terminé. Et plus on se fusionnera avec les parties du double en correspondance avec ce que nous sommes, plus on amigoisera le reste pour engendrer ce qui viendra par la suite nous chercher. Donc, si tu élimines de la Terre, ton énergie planétaire va descendre et va laisser rentrer plus d'énergie extraplanétaire, l'énergie supramentale, qui va compenser. D'où le fait qu'il y a un conducteur à bord. Mais l'humain doit vivre de l'inhibition de la désinhibition, avoir peur de se désinhiber, parce que s'il n'aurait pas cette inhibition, à l'instant où il commence à le comprendre, il commencerait à s'ouvrir, puis s'il n'est pas suffisamment servi par l'intelligence supramentale, il va simplement se refroidir puis redescendre en bas. D'où le fait que tant que tu n'as pas suffisamment d'intelligence, donc de conscience, pour comprendre la mécanique de l'évolution, tout se fait inconsciemment et tout se fait par le processus d'étage par étage qu'on appelle l'inhibition psychologique. Le conducteur, dans ce cas-ci, c'est ce qu'on va attribuer au conducteur, c'est la conscience qui applique dans la vie, dans ce qu'il va vivre. C'est nécessairement appliqué dans la vie et ça doit nécessairement s'appliquer dans la vie. Quand je dis que celui qui vit de l'intelligence supramentale, un des symptômes, c'est qu'à un moment donné, la matière autour de lui va commencer à se servir. Il va s'enrichir, devenir plus riche. Bon, ce n'est pas, tu ne cherches pas la richesse. Mais si l'intelligence descend, elle descend d'une façon convenable. Si l'intelligence descend, elle te désinhibera aussi. Si l'intelligence descend, elle facilitera ta vie. Sauf que l'humain doit commencer, qu'est-ce que c'est que faire descendre l'intelligence? C'est nécessairement commencer à appliquer les choses. Puis appliquer des choses veut nécessairement dire entreprendre un nouveau chemin de souffrance désouffrante. Alors l'humain peut, et ça s'est dit un peu dans le passé, on avait raison aussi, mais c'est les mêmes mots, mais c'est pas la même saveur. C'est une souffrance libératrice. C'est au lieu d'avoir la souffrance pour t'inhiber, tu vivras le stress de l'inhibition des inhibitions. Mais là, réellement, tu en élimines une, tu élimines une autre inhibition, on va voir de quelle façon les mondes parallèles interviennent là-dedans après. Et là, c'est exponentiel d'une façon majeure. Qu'est-ce que c'est? J'ai expliqué souvent qu'on montait énergétiquement, il y avait une petite bosse à passer pour que ça parte. La petite bosse à passer, c'est le phénomène du processus de début de fusion, la désinhibition. L'individu qui commence à appliquer convenablement, et il y a des outils pour le faire, on va y revenir, il va monter en haut et par la suite, ça va descendre d'une façon super facile. Mais l'individu qui le part, c'est d'arriver en haut, puis effectivement, ça redescend très vite, mais du mauvais bord. D'où ce fait de l'inhibition continuelle à ne pas savoir si, etc. L'inhibition face au mal va apparaître dans le MTS. C'est normal, le mental qui va dire, bon ben moi je ne peux plus suivre un conférencier, moi je ne peux plus lire rien. Cette inhibition, j'ai expliqué qu'elle centralisait sur l'humain. L'être humain peut être inhibé de ce phénomène, mais accepter encore de lire certains livres, comme vous le faites, d'assister à certaines conférences, parce qu'ils ne sont pas assujettis d'une façon trop problématique, comme ils l'ont été dans le passé, aux mécaniques qui les ont forcés à évoluer, donc à s'inhiber. Alors on fait une pause et puis on revient là-dessus. Je reviens encore, si vous avez des questions, vous les poserez directement, vous levez la main, puis on pourrait répondre.